For this new edition of Rendezvous with French Cinema, the French Film Festival programmed by Lincoln Center, Canapé chose to highlight two films, Parisienne and Bang Gang. Parisienne is a fictionalized account of the life of director Daniel Arbide as a young Lebanese student searching for an ideal in Paris of the 90s. Bang Gang, the first feature film by Eva Husson, portrays French teenagers that decide to explore sexual boundaries during their house parties. Le cinéma qui me plaît, c'est les gens qui racontent le monde à leur hauteur, de leur point de vue. Et d'essayer d'être le plus juste par rapport à ce point de vue, de ne pas se faire de cadeaux, d'être le plus juste pour parler aux autres, pour parler aux spectateurs. Parce que c'est comme ça, on ne fait pas des films pour les garder pour la famille et pour les amis, c'est pour parler aux autres. Moi, pourquoi je fais des films? Pour communiquer avec les autres, c'est tout. Pour essayer d'établir un dialogue humain, de dire j'ai éprouvé tel sentiment, toi tu l'as éprouvé aussi, j'espère que le film va nous réunir, qu'on va se retrouver là-dessus. Et ce qui m'intéressait là, c'est de raconter plus la jeunesse de quelqu'un qui choisit de changer de vie. Et c'est plus un film sur la France que sur un film sur moi. Je veux dire, l'idée c'était de tourner la caméra et de filmer la France. Parce que j'ai l'impression que jusque-là, les films étaient tournés vers vraiment la personne qui arrive. Je ne dis pas que c'est l'étranger qui arrive. Et moi, ce que je voulais, c'est j'essayais de me mettre dans l'idée de quelqu'un qui, à travers les yeux de la jeune fille que je filme, et c'était comme une caméra quand j'ai écrit l'histoire. C'est ces yeux qui filment. C'est vraiment, en fait, un monde qu'elle découvre. C'est comment tu approches l'Occident, enfin, à travers la France. C'est quelque chose où les gens font des débats tranquillement, discutent, s'engueulent, mais ils sont pas en guerre. Oui, ils prennent pas les armes parce qu'ils sont pas d'accord avec l'autre. Moi, je venais d'un pays où il y avait une guerre civile, le Liban, donc j'avais pas l'habitude des débats. D'ailleurs, il n'y avait personne avec qui débattre, hein, parce que moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'avais pas vu un musulman de ma vie. J'étais dans le quartier chrétien au Liban, et jusqu'à ce que je voyage, enfin, jusqu'à l'âge de 17 ans, je côtoyais pas, je voyais les musulmans à la télé. Donc il n'y avait pas de débat. Enfin, on était en guerre, enfin, Beyrouth était coupé en deux, le quartier chrétien, le quartier musulman. Et on ne les voyait pas, ils étaient hors champ, les musulmans. Et eux, ils ne voyaient pas des chrétiens non plus. Je veux dire, le chrétien, c'était l'ennemi. Et d'arriver dans un pays où on peut être différent, bon, ce n'est pas une question de musulmans chrétiens, mais c'était plus une question de gauche, de droite, ou de débat, ou de politiquement pas être. Et ça, c'était intéressant pour moi. J'avais l'impression que je découvrais ça comme des extraterrestres. Enfin, moi, je découvrais les Français comme ils pensent la politique, comme quelque chose, comme quand tu vas à Disneyland, quoi. C'est ça, le film. C'est que tu es à Disneyland, tu découvres. Et c'était la première année pour moi, enfin la deuxième année en France, c'était ça. Il me parlait de mai 68 et de l'idéal et de la révolution, et j'étais hyper intéressée, genre comment ils peuvent encore vouloir faire la révolution et fantasmer sur une révolution, et en même temps elle était assez lyrique, cette révolution, telle que quand j'entendais parler de cette révolution, elle était magnifiée, c'était une révolution d'idées, c'était pas forcément prendre les armes et descendre dans la rue et faire une révolution, pas se libérer d'un dictateur, c'était une révolution sur un truc d'idées, de changer la société. Enfin, ceux que je côtoyais, ils voulaient réussir, c'est-à-dire que disaient nos parents l'ont raté cette révolution, on va la réussir, quoi. C'est un truc. C'est plus des poètes que j'ai rencontrés en fait, et j'aimais bien cette approche en France. Ça correspondait en fait à un idéal que je cherchais. L'histoire de cette fille dans ce film, c'est elle cherche un idéal qui ressemble à ce qu'elle rêve, enfin l'idéal. Donc elle le cherche à travers des amants, des amis,
la littérature, mais elle cherche un monde idéal. Et puis il fallait passer par ce film. Pour moi, c'était tellement important de faire ce film parce que c'était le début de ma relation avec la France. Parce qu'après, je vais faire des films en France, en français, avec que des acteurs français. Et je me suis toujours dit, il faut que j'ouvre avec celui-là. Voilà, il est fait. Et donc après, on a fait connaissance. D'ailleurs, il s'appelait Faire connaissance avec la France. On a fait connaissance avec ce film. Voilà. Well, it's funny because to this day I have a hard time defining exactly what it is that they do, because it's not, you know, we use the word orgy to simplify it, but it's not really orgies, it's parties where some of them have sex and some of them don't, but it's basically this utopic world where some kids just go as far as they want in terms of having sex. It's not even like, they don't even go that far, but they just don't hide it. That's what I mean. And that's, you know, what they call the bang gangs, which is what the title comes from. You know, that's the name they give to the parties. Well, I don't think adults would do that ever. Not like that. I mean, you have found your limits, you have found your boundaries, so there's no way you go as far. Which is why I think that it was only possible to teenagers. Actually, in the real story, they're much younger. They're like between 13 and 14, 15 max. I think they discover it's a boundary while breaking it. And I think that's the point of adolescence. I think it's about finding where the boundaries are. Society being so patriarchal points out, you know, they point to George saying what she did was wrong, and they put it as an example of slut shaming, and suddenly George is like, I refuse the qualification that you give to this act. It's not wrong, you know, I didn't do anything else that everybody was doing, and it's as valid as everybody, and I just won't be called a victim, I won't be called a slut. And I really enjoyed, you know, giving her that journey, because I think it's something that girls never think of, just refusing to be slut shamed for something that boys never ever get blamed for, ever. The idea that you can fight for a fairer society in France has been just put to sleep for the past 20 years, because my generation, I can only speak from my experience of my generation, which is quite specific, but I saw my parents fight. I saw my parents' generation fight for having pretty much everything just becoming very mellow, and you know, all the fights were just not going anywhere. So why fight? And I think nowadays people realize that actually you do have to fight, because some of the stuff that you conquered are being taken away from you. Gnawa culture is rooted in the forced displacement of African people and expresses a desire for freedom. The healing ritual Lila can last late into the night, with hypnotic rhythms inducing a trance-like state of being. At Barbès in Brooklyn, the Moroccan band Inav Gnawa invited people to listen and learn. Gnawa music, basically it's a trance and spiritual music from Africa, from West Africa, West Sahara. And it came to Morocco like through the slave trade, you know, from West Africa to, you know, to North Africa in Morocco. In Algeria they call it Diwan, and in Tunisia they call it Stambali. Stambali? Yeah, in Tunisia. So that's how it is, you know, it's not like different place, they have a different name of Gnawa music.
My father is a good Ma'allim from Morocco, Ma'allim Abdullah bin Jafar. He's from Fez. You play a lot of years in Morocco. You play in Tanger and Marrakesh and Sawera and Rabat and Casablanca, everywhere. Is my father, you play the original Morocco. Sometimes I play music and think and song. Is my father, he play a song, music. And we play same, my father, I'm cry, and play, I'm cry. Sometimes is guys with me, you play Karkabati song, something like that. Everybody you think something. You just have to be next to a master. We call it Ma'allim, which is like master musician. You just have to be next to him and you hang out with him. Just go with him to the shows, to the lilas, like, to the ceremonies, and then you learn. At the first time, you learn by just watching. Like, you're not allowed to touch the santir at the first time. You're not allowed to touch the instrument. Like, you just be next to him and, you play, you have to know how, to sing, and then to play castanets, and then to dance. And then you can jump to the santir. But you cannot show off in front of your master. You cannot be like, oh, I know a couple songs that I'm gonna play in front of my master. No, it doesn't go like that. Like, it always has to be a respect. Like, when you see your master, like, you have to show him respect, and not that, oh yeah, I know now. Master is gonna call you Ma'allim, but you are not gonna call yourself, oh, I'm a master. No, you're not. You just take it easy, as we say, and then, the master will say, okay, now you're ready to take care of the lila, Here in New York City, when we perform in a stage or like in a place, it doesn't matter how big it is. Like, the audience always, they love the music. The audience always like, oh my God, what is that music? What that instrument? Like, they just love it. You just say, oh, we want to learn. Because it's a bass, and it touches the heart. Like, as soon as you hear the note, like, you just feel it. You cannot resist. You're just gonna, oh yeah, I love this music. And people, like, most of them, they don't understand the language, but they understand the music language. When you love something, like, you love a music, it's like when you fall in love with a woman, like, you find a wife and, and you just fall in love and you say, okay, I'm gonna marry her. And that's the same thing for me. Like, I fall in love with Gnawa, so like, Gnawa music is my wife.
As an essayist, poet, and novelist, Alain Mabancou is widely regarded as one of the most accomplished French-language authors of African origin. His work is influenced by his childhood growing up in the Congo. His latest novel, The Lights of Pointe Noire, was inspired by a trip back to his country. It was awarded the French Voices Grand Prize the night we interviewed the author at Albertine Books in New York City. C'est un livre dans lequel je reviens dans une ville qui s'appelle Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville. C'est une petite ville avec l'océan Atlantique, avec une activité économique très développée. Et j'ai passé toute mon enfance là-bas. J'ai quitté cette ville quand j'avais 19-20 ans pour aller en France. Et par la suite, j'ai passé 23 ans sans retourner au Congo-Brazzaville. Donc c'est comme un livre de bilan, de vérification des choses de mon enfance, et puis aussi de la comptabilité des personnes que je connais encore. Certaines personnes étaient mortes, d'autres sont encore vivantes, mais un peu vieilles. Donc c'est vraiment un livre qui arrive au milieu de mes interrogations. C'est un livre dans lequel je me demande qui suis-je après avoir quitté mon pays natal pendant plus de 20 ans. La différence entre la recherche dans le roman, la recherche de son identité dans le roman et dans l'autobiographie, ou ce qu'on appelle mémoire, c'est que dans le roman, il y a une grande partie de l'imagination de l'écrivain, il y a une grande partie même peut-être de l'art. Dans le roman, on se regarde écrire. Dans le roman, on se contemple. Dans le roman, c'est un peu comme le football brésilien. Au lieu de marquer le but, on dribble un peu sur la surface alors que le public dit « mais mettez le but ». Non, le Brésilien ne tire jamais en direction des buts, il dribble. Dans le roman, l'écrivain dribble beaucoup, mais dans un mémoire, c'est impossible de dribbler. La réalité est là, tout est là, l'enfance, la mère, le père, l'oncle. Mais ce que j'ai fait dans Lumière de Pointe-Noire, c'est une sorte quand même de mélange de la fiction avec la réalité. Parce que je pense que notre réalité est difficile à vivre si nous ne mettons pas un peu de fiction dans notre vie quotidienne. La fiction, le roman, la fiction est là pour en quelque sorte nous permettre de mieux résister face à la difficulté de la vie. Tous les écrivains sont des gens peut-être qui ont eu beaucoup de mal dans la vie quotidienne et qui pensent qu'ils peuvent régler leurs problèmes dans l'imaginaire. Donc notre vie est essentielle si on met de la poésie, si on met de la narration. Et moi j'ai voulu écrire l'histoire, la mienne, mon histoire, en réalité, mais avec beaucoup de romans, parce que je suis un romancier, parce que peut-être aussi la vie en elle-même est un roman. On pense que la vie c'est une ligne droite. Non, le lundi vous vous réveillez content, à midi vous êtes triste, le soir vous êtes malheureux, et puis à minuit vous dormez en vous disant que vous êtes l'être le plus malheureux de la terre, et puis le lendemain vous vous réveillez avec l'enthousiasme. Le roman c'est ça, un chapitre de tristesse, un autre chapitre de bonheur, un autre chapitre un peu mitigé, et puis une sorte de conclusion qui donne de l'espoir. Donc ce livre est un ensemble de questions que je me pose, mais j'ai peur des réponses que je pourrais avoir. C'est pour cela que j'ai préféré, dans Lumière de Pointe-Noire, non pas parler moi-même, mais laisser parler tous ces gens qui sont dans mon enfance, laisser parler tous ces personnages qui ont été dans ma vie. Un mémoire est un livre dans lequel l'écrivain devrait parler le moins pour laisser les témoins raconter l'écrivain. Parce que si je veux parler de l'écriture ou des histoires, j'écris le roman. Mais quand j'écris un mémoire, c'est pour laisser aux autres le soin aussi de dire qui je suis. Je pense que, si on a beaucoup parlé du réalisme magique, c'est peut-être aussi parce que je viens d'un pays où le réel et l'irréel n'étonnent personne.
nous existons en tant qu'Africains parce que nous avons une partie en nous qui croit que les choses invisibles sont plus importantes que les choses visibles. L'Occident a perdu peut-être sa substance parce que l'Occident a toujours pensé aux choses matérielles. En tant qu'Africain, je regarde toujours derrière la matière le côté métaphysique des choses. Et la différence quand je vis en Afrique, c'est que je suis entouré de ces mystères, je suis entouré de cette sorte d'éternel questionnement, alors que lorsque je vis en France ou à Los Angeles, je suis rattrapé par les besoins matériels immédiats. Chacun court après les petits plaisirs, mais je pense que dans ma jeunesse, pour trouver le plaisir, il fallait à la fois adorer les ancêtres, adorer les dieux, comprendre les traditions, et puis prendre ces traditions pour pouvoir atteindre peut-être la sagesse. Pour moi, le réalisme vraiment magique, merveilleux, consiste justement à rechercher dans la vie quotidienne ce qui pourrait encore nous donner l'envie de rêver. Un roman africain, en tout cas de l'Afrique noire, un roman de l'Afrique noire est un roman qui cherche à dire à la population africaine qu'elles n'ont pas de raison de désespérer, que l'espoir est là, qu'il ne faut pas se fier à la vie matérielle et que l'esprit sera toujours plus fort que la matière. Les sociétés africaines ont tellement perdu leur identité à cause de l'esclavage, à cause de la colonisation, que la seule chose qu'on n'a pas pu voler aux Africains, c'est l'humour, c'est la dérision et c'est la satire. Vous pouvez mettre quelqu'un en prison, vous pouvez mettre quelqu'un en esclavage, mais vous ne pourrez jamais mettre en prison l'humour, vous ne pouvez jamais mettre en prison la satire. C'est ça qui fonde peut-être notre humanité, l'art de manier la satire, la façon avec laquelle on utilise l'humour est très importante. Je préfère celui qui me parle avec humour que celui qui me donne des leçons sous prétexte qu'il sait beaucoup de choses, qu'il connaît beaucoup de choses plus que moi. James Baldwin est un écrivain que j'admire beaucoup. Peut-être même c'est lui qui m'a permis d'aimer la France, parce que la France avait accueilli James Baldwin dans les années 40, à la fin des années 40, pendant qu'il y avait la ségrégation raciale aux États-Unis. Baldwin était allé à Paris avec d'autres écrivains qui étaient déjà là-bas, les Richard Wright, mais aussi des musiciens, les Miles Davis, les Nina Simone. Ça créait une sorte de Harlem Renaissance à Paris. Quand on lit son livre comme La prochaine fois, Le Feu, The Fire Next Time, on se rend compte que James Baldwin a plutôt une ouverture au monde. Sa question, c'est la recherche de la justice, la recherche de l'équilibre. Il ne demande pas d'éliminer l'homme blanc, mais il demande à l'homme blanc de reconsidérer ses acquisitions pour un certain partage de richesses à la population. La question de James Baldwin, c'est une question de conquête de la justice sociale. Et enfin, j'aime Baldwin parce que j'ai toujours admiré les écrivains qui peuvent aussi penser. On peut écrire des histoires, on peut raconter les romans les plus beaux, mais il y a peu d'écrivains qui peuvent associer la fiction à la réflexion. Et James Baldwin est celui, peut-être, dans l'histoire de la littérature américaine, qui m'a appris que même si je suis écrivain, il faut aussi que je pense à écrire sur les idées. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Letter to Jimmy, sur lui, mais j'ai aussi écrit Le sanglot de l'homme noir, un livre sur la question des Noirs en France. Ça me permet un peu de rendre hommage à cet écrivain. Winner of the Nobel Prize for Literature in 1957, Albert Camus died in a car crash in 1960 at the age of 47. Author of A Life Worth Living, Albert Camus and the Quest for Meaning, Robert Zaretsky sat down with Canapé to get at some essential questions such as rebellion and social injustice.
In honor of the 70th anniversary of Camus' trip to New York City, we revisit this interview. There are many ways in which you can measure his significance for us today. There's, of course, the beauty of his writing, the sheer lyricism of his essays, or many of which he wrote in the 1930s when he was still obscure, or the equal lyricism of his last work, the unfinished novel, The First Man. So there's the beauty of his writing, which means as much to us today, and I believe will mean as much to future generations as it meant to Camus' contemporaries. Dans toutes les circonstances de sa vie, obscures ou provisoirement célèbres, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. A true moralist is somebody who cannot live at peace with himself as long as there are issues, there are questions of political or economic or moral import that are yet to be resolved. This, for me, is Camus' true significance, that he was one of our age's great moralists. His writings on Algeria, which are heartbreakingly honest, his efforts to explain what was taking place in Algeria, what was at stake in Algeria, to both the French, to the Pieds Noirs, and to the Arabs and to the Berbers. He was trying to speak to all of them. He truly believed that, in his famous phrase, that the French and the Arabs and Berbers were condemned to live together. As a consequence, dialogue was of the utmost importance. Oye, oye, oye,